Salut, Alain-Pierre Coignet pour vous servir cet autre numéro de Connecter Sept-Îles et Port-Cartier. 3 titres, comme d'habitude au menu, avec en ouverture la démolition de l'hôtel de ville de Sept-Îles qui se poursuit. Le musée de la Côte-Nord en panne de financement. Et enfin le bilan reluisant de la saison touristique à Sept-Îles. À Sept-Îles, les travaux de démolition de l'hôtel de ville se poursuivent. Ils ont été entamés le vendredi 7 novembre dernier après un retard de quelques semaines. Retard dû aux actions juridiques portées par 3 citoyens de la ville qui militaient contre la destruction de cet édifice qui, pour eux, reste un patrimoine mémoriel pour la ville de Sept-Îles. La décision de démolir l'hôtel de ville découle d'une entente datant d'avril 2024 entre la ville et le CIS de la Côte-Nord dans le cadre d'un projet de modernisation de l'hôpital. Les coûts des travaux sont assumés par le D6. Le coût de projet est estimé à environ 1,2 million de dollars. On se rappellera que dans l'entente conclue avec le CI3S, c'est un montant d'1 million de dollars qui était prévu à l'intérieur de l'indemnité versée de 18,5 millions. Donc, tout montant supplémentaire sera également versé par le CIS avec un montant additionnel à ajouter à la fin. Le chantier se déploie de manière séquentielle. D'abord les travaux de désamiantage, puis le curage, avant la phase lourde de démolition. En fait, la Ville a procédé à un appel d'offres public, donc via le système électronique d'appel d'offres public. Et c'est le groupe Géniam, donc c'est un entrepreneur de l'extérieur de Sept-Îles qui a obtenu le contrat. Donc, c'était le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, c'est cet entrepreneur-là qui a été retenu et les travaux avaient été également autorisés préalablement par le CI3S. On est en mode mobilisation. Puis ça marche par étapes, on fait la décontamination, on enlève tout ce qui peut être amiante, des contaminants comme ça. Après ça, il y a un inspecteur qui passe pour approuver que tout est enlevé. On fait un curetage pour séparer un peu les matériaux, dans le fond, tout ce qui est matériaux secs, bois, styrofoam et tout. Puis après ça, il embarque, c'est des grosses machineries, des opérateurs de machines qui vont venir écraser la bâtisse, autrement dit. Une organisation indispensable, étant donné cette présence d'amiante. L'amiante, elle était connue depuis déjà plusieurs années. Donc vous savez que de l'amiante dans un bâtiment, c'est pas inquiétant quand ça ne bouge pas. Donc, à partir du moment, par contre, qu'on fait des travaux, on se doit d'avoir des normes de sécurité qui sont mises en place. Donc, c'est pour cette raison-là que dans le devis, c'était planifié. Donc, cette amiante-là, c'était connu. Les travaux étaient prévus en conséquence. Donc, oui, si vous êtes allé à l'intérieur du bâtiment, vous avez pu avoir constaté des sas de décontamination. Donc, c'est ça apporte une complexité plus grande aux travaux, mais tout ça, c'était bien connu, donc c'était déjà prévu à l'intérieur des travaux. L'édifice date de 1960 et la démolition apparaissait, selon la ville et l'entrepreneur, comme étant l'issue la plus logique malgré les oppositions. Je pense que oui, c'était quand même assez désuet, puis il y avait des problématiques, j'imagine, au niveau c'était des champignons, je crois, mais je suis pas sûr, je ne veux pas m'avancer trop. Malgré toutes les péripéties ayant entaché le calendrier annoncé, la ville assure que l'échéance de mi-janvier sera respectée. Au total, je dirais un bon 4 à 8 semaines pour les travaux total au complet. Effectivement, on a pris un petit peu de retard, donc les travaux étaient prévus de se terminer avant les fêtes. On comprendra qu'avec les procédures judiciaires, il y a des délais supplémentaires qui ont été occasionnés pour le chantier. Donc, ces délais-là, ça se répercute en fait par la fin des chantiers qui sera prévue vers la mi-janvier. Vu qu'on a pris, ça a retardé un peu, on va essayer d'avancer les travaux le plus rapidement possible. Nous autres, on vient de Québec, puis on va faire du 7 jours sur 7, autrement dit. Fait qu'on va travailler tous les jours, certainement un bon mois certain. Le terrain de l'hôtel de ville de la rue de Caen ne deviendra pas immédiatement un stationnement pour l'hôpital. C'est en fait un emplacement transitoire qui sera réaménagé par le CIS dans le cadre de son projet d'agrandissement. Nous, c'est un chantier pour la démolition et à la fin du chantier de démolition, le site demeurera en chantier. Donc, les clôtures de démolition demeureront sur le site où de nouvelles seront réinstallées parce que la ville, en fait, lorsqu'elle va vendre le terrain au CI3S après la démolition, il y aura un dénivelé au niveau du terrain. Donc, les gens ne pourront pas l'occuper nécessairement comme stationnement à courte échéance, mais lorsque le terrain sera livré au CI3S, pour nous, on comprend que c'est l'étape 1 qui sera réalisée dans le projet de modernisation d'agrandissement du CI3S.
région, les institutions culturelles jouent un rôle clé dans notre identité et notre histoire. Mais la survie de certaines d'entre elles est aujourd'hui en jeu. Le musée de la Côte-Nord à Sept-Îles lance ainsi un cri d'alarme, car l'institution fait face à des difficultés financières majeures et à la nécessité de se réinventer. Le musée de la Côte-Nord, c'est un musée, comme le nom l'indique, c'est qu'on veut conserver, diffuser, partager et protéger le patrimoine de la Côte-Nord. Donc ça rentre, ce qui rentre là-dedans, c'est autant l'archéologie, l'histoire, les sciences naturelles. C'est vraiment la Côte-Nord dans la globalité. Le défi est avant tout financier. La directrice du musée de la Côte-Nord, qui dispose d'un budget annuel de moins de 900 000 $, estime à 100 000 $ le manque à gagner. Le musée, avec 4 autres institutions dans l'est de la province, réclame de la part du gouvernement du Québec un investissement immédiat de 2,54 millions de $, afin de soutenir les 43 musées situés en régions éloignées et d'intégrer de façon permanente un supplément lié à l'éloignement. D'abord, le PAFIM, c'est notre subvention principale pour nos frais d'opération. C'est ce qui nous permet de rester ouvert à l'année, là, sans compter les projets. En fait, là, il a été question d'une révision un peu du budget parce que on est plusieurs musées à être dans une situation financière assez difficile. Nous, on n'a pas encore la réponse à savoir qu'est-ce qu'il y en est là, pour la prochaine période triennale, parce qu'on vient d'entrer dans une nouvelle période, en fait. Donc, c'est ça, nous, on souhaite vraiment, là, pour le musée et pour les autres musées éloignés, qu'il y ait un ajout là, qui soit fait au PAFIM pour réduire l'inéquité qu'il y a, en fait, entre les musées éloignés et les musées près des grands centres. Pour les frais là, qui sont plus élevés liés à l'éloignement. Ce sous-financement a des conséquences directes sur les opérations et la vie même de l'institution. On n'est pas les seuls, là, mais comme nous sommes un musée de région éloignée, il y a quand même plusieurs difficultés là, plusieurs difficultés qui s'amènent à cause de ça. Entre autres, c'est sûr que nous, il y a beaucoup la question du financement qui est assez difficile, là. Ça coûte assez cher là, d'opérer un musée en région éloignée, puisqu'on est éloigné justement. Donc, si par exemple on veut faire venir une exposition de Montréal ou d'ailleurs, ça va nous coûter plus cher avec les frais de déplacement. Même chose si on veut faire venir de l'expertise de l'extérieur aussi. Là. Le musée de la Côte-Nord, ici à Sept-Îles, est mieux qu'une simple vitrine de l'histoire régionale, un véritable moteur culturel et identitaire. Mais malheureusement, en coulisses, ce rôle vital est menacé. Sous-financement chronique, conservation des collections et défis d'attractivité sont là les difficultés qui mettent en péril l'avenir de l'institution. L'avenir des musées passe inévitablement par l'innovation et la technologie. Et celui de la Côte-Nord parie sur des expériences plus modernes pour attirer de nouveaux publics. Notre exposition permanente, on en est très fiers. Elle a été inaugurée l'hiver dernier. Donc, on était dû. L'exposition qu'on avait juste avant, elle avait vraiment plusieurs années, là. Donc, on a voulu remettre nos informations historiques à niveau, ajouter un aspect technologique vraiment intéressant, ajouter de l'attractivité à l'exposition, tout ça. Par contre, c'est sûr que c'est le genre de projet qui coûte assez cher aussi au musée. Donc, c'est un exemple aussi là, on a voulu faire un très beau projet qui était absolument nécessaire pour le musée, pour attirer plus de gens possible. Sauf qu'après, nous, on doit trouver les façons de le financer. On doit trouver... comment faire en sorte que ça n'ait pas un impact trop grand là, sur les finances du musée. Un bilan de la nouvelle exposition et l'exploration des pistes pour consolider les revenus autonomes sont nécessaires pour pérenniser cette orientation stratégique, selon Madame Lacroix. Nous, depuis l'an dernier, on a dû couper nos heures d'ouverture en fait, durant l'hiver. Et c'est ce qu'on doit encore faire cette année. Là. On doit encore faire des gros efforts d'économie, probablement qui va être encore plus grand que l'an dernier, en fait, là. Parce que malgré l'aide qu'on a avec le PAFIM, malgré tous les efforts qu'on fait pour trouver du financement, c'est pas assez. Donc, on n'a pas le choix de fermer. Fait que ça veut dire qu'on va couper des services. Ça peut très bien faire en sorte que les visiteurs se cognent le nez à la porte là, durant l'hiver. Donc, c'est malheureux, mais c'est ce qu'on doit faire, malheureusement. Là. Le musée est aussi responsable d'un autre site patrimonial crucial, le vieux poste de Sept-Îles. Le vieux poste, on est assez fiers là, de ce site-là. Puis on est content parce qu'on sent que la ville de Sept-Îles, qui est le propriétaire du site, a quand même vraiment à cœur là, d'essayer de
faire rayonner le site. Ouais. Donc, nous, c'est ça, on est en communication assez fréquente avec eux pour leur faire part de ce qu'on pense qui est le mieux pour le Vieux-Poste. Ouais. Sinon, c'est ça. C'est nous qui va aussi créer des projets pour le Vieux-Poste pour le faire rayonner davantage. Ouais. Au final, la mission du musée repose sur l'expertise de son personnel. L'attraction et la rétention d'employés est un défi permanent. Des stratégies spécifiques sont mises en place pour rendre les postes plus stables et assurer la relève. Selon l'organisme Tourisme Sept-Îles, la région vient de connaître une saison touristique exceptionnelle. Avec une hausse marquée de l'achalandage, la Maison du Tourisme enregistre plus de 12 000 visites, un record pour la région. Bien, honnêtement, je crois que depuis les dernières années, il y a une croissance qui se fait. On sent là, que l'achalandage est en croissance là, depuis quelques années. Là. On croit que les gens là, veulent de plus en plus découvrir la Côte-Nord. Donc, évidemment, nous, Sept-Îles, on en bénéficie. En fait, les gens là, veulent beaucoup venir voir les archipels, le lac rapide, les grands espaces, les plages. Donc, c'est vraiment les attraits là, qui sont convoités là, par les touristes là, cette année. Au-delà des chiffres, cette affluence a eu un impact direct sur l'économie locale, de l'hébergement au commerce saisonnier. C'est certain que le fait qu'il y a plus de touristes ici à Sept-Îles, ça va engendrer là, des retombées très positives pour les commerces, notamment les restaurateurs là, qui en bénéficient beaucoup. Avec ça aussi, les hébergements, tous les hôtels. Donc ça, c'est sûr que c'est en lien direct là, avec la croissance là, des visiteurs. C'est certain là, que l'archipel, c'est vraiment notre produit d'appel le plus convoité. On a aussi les grands espaces, les plages, les randonnées, aussi l'île Grande-Basque, le lac Rapide là, qui offre de la location d'équipements nautiques. Fait que c'est pas mal ça. Il faut vraiment aimer la nature. Puis je vous dirais que les gens recherchent vraiment ça, là, d'être immergés là, en pleine nature puis découvrir les beaux paysages de cette île. Certains sites ont toutefois connu une progression plus discrète, comme le lac des Rapides ou la cabane à pêche. L'organisme s'y attarde pour consolider leur attractivité. C'est certain que pour le lac Rapide, là, on espère avoir des sauveteurs encore cette année. Donc c'est sûr que ça va vraiment aider là, à l'achalandage du site. Là. Pour ce qui est de la cabane à pêche, là, c'est certain là, que c'est vraiment en fonction des températures là, qui vont jouer là, sur l'achalandage touristique de la saison. Cette saison record soulève aussi des enjeux de gestion durable. Fréquentation des milieux naturels, entretien des infrastructures et capacité d'accueil. C'est certain que c'est l'équipe en place là, qui va faire en sorte là, d'essayer d'aménager les sites pour que ce soit encore plus durable et minimiser l'impact aussi sur l'environnement et les écosystèmes. On espère vraiment là, que ça continue cette belle croissance-là. En fait, notre équipe de Tourisme Sept-Îles, on travaille fort là, pour pouvoir faire la promotion, là, notamment avec nos publicités, avec l'équipe de la Maison du Tourisme, là, qui sont deux coordonnatrices très, très chaleureuses avec les visiteurs. Donc, on espère que ça continue comme ça. Eu égard à ce succès, le tourisme à Sept-Îles prépare déjà la suite. Nouveaux projets, partenariats renforcés et améliorations au menu pour la saison 2026. C'est pour certain que pour l'île Grande-Basque, là, nous avons un nouveau projet là, avec les prêts à camper. Là, on cherche vraiment à améliorer le site. Mais pour l'instant, là, pour 2026, là, on est encore en réflexion sur nos projets à venir. Là. Ça va dépendre de beaucoup de choses, là, comme les subventions qu'on va avoir. Mais on redouble vraiment d'efforts là, pour faire beaucoup de promotions là, pour que l'été se passe toujours bien, là, comme l'année passée.